Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale Tribune. C'est cette émission que nous organisons pour analyser, pour faire les décryptages de la 12e tribune publiée par l'honorable Adolphe Mouzito, après la 11e tribune qui avait comme point d'ancrage l'émergence 2030, et l'auteur pensait ou analysait cette tribune dans le sens d'une illusion ou véritablement d'une propagande politique, parce que les conditions, c'est une question, est-ce que les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour que notre pays, dans les 15 prochaines années, puisse atteindre l'émergence? Là, le débat était lancé dans l'opinion et dans la classe politique en particulier, mais maintenant Mouzito vient avec un autre thème, un autre sujet qui alimente le débat, c'est la RDC, les 3 crises. L'auteur estime que le pays traverse une situation particulière avec 3 crises, essentiellement la crise politique et sécuritaire, la crise économique et financière et la crise sociale, et il faut trouver des solutions pour résoudre ces crises. Comment le faire? Nous allons rentrer dans le débat avec les invités qui sont sur ce plateau. Je commence à l'extrême droite, c'est Pascal Orangi, journaliste à CCTV. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Charles. À côté de Pascal, Israël Moutala, qui a toujours été dans cette émission. Israël est journaliste économique. Israël, bonsoir à vous. Bonsoir, Charles. Et au fin fond, Fumutoto Basanga, initiateur de la 3e voie et président national du parti de la nation Congo, un parti de la 3e opposition. Fumutoto, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Un peu rapidement, vous pouvez dire pourquoi la 3e opposition? La première opposition au Congo, c'était l'opposition d'avant 1960, qui était l'opposition de l'État face à son colonisateur qui était les Belges. Elle a gagné parce que les Belges sont partis, mais le Congo demeure dans les mêmes souffrances. La deuxième opposition sera l'opposition de la République contre la dictature de Mobutu, de Kabila. Donc ces gens ont gagné à la fois qu'ils ont échoué, parce que tous ceux qui ont combattu Mobutu sont restés dictateurs dans leurs partis politiques respectifs. Mais la 3e opposition, c'est celle dont je suis le porte-parole, avec tous les mécontents de la diaspora de Kinshasa et des provinces. Nous nous insurgeons contre le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance et la domination étrangère de notre espace. Merci pour cette précision détail. Alors Fumutoto, nous avons, je viens de le dire, nous parlons de la 12e tribune du député national Adolphe Mouzito, le 3 crises. L'auteur estime que beaucoup de Congolais pensent que les 3 crises, telles que je viens de les évoquer ici, la crise politique et sécuritaire, la crise financière et économique, mais surtout la crise sociale, et ces 3 crises devraient se résoudre de manière graduelle. Donc on commence par la politique, l'économie, pour trouver des solutions. Et l'auteur dit que pour lui, il pense que c'est le contraire. Et nous allons analyser plutôt crise par crise, mais pour vous généralement, comment analysez-vous ce point de vue de l'auteur? Notamment, je veux citer l'honorable Adolphe Mouzito quand il dit que lui n'est pas de cet avis, car le temps que risque de prendre la gestion de la seule crise politique peut nous amener à ne pas rencontrer les attentes de la population. Merci beaucoup d'abord pour votre invitation et surtout votre volonté de m'associer à ce débat. Monsieur le journaliste, il vous souviendra que c'est depuis plus de 10 ans que j'ai initié un courant de pensée, la 3e voie, parce que j'ai pensé, moi, depuis toujours, que et l'opposition et la majorité nous avaient insérés dans la polémique politique au lieu de faire le débat réellement politique. Et lorsque Adolphe Mouzito, premier ministre honoré, vient avec les tribunes et finalement l'université populaire, il est venu renforcer cette émotion ou cette vocation que moi j'avais, et je ne peux que me réjouir lorsque aujourd'hui il est question d'abandonner les contestations mutuelles, d'abandonner la haine mutuelle et d'insérer la classe politique et sociale dans l'ordre des idées. Et je pense que tous les pays développés du monde ont abandonné les émotions, leurs limites, leurs égos, et sont entrés dans les débats des idées. C'est pourquoi on parle de 4 querelles fondatrices de l'État moderne. Et dans les différentes querelles fondatrices de l'État moderne, vous trouvez d'abord la contradiction des idées, la proposition des idées. Par rapport à la crise politique, moi je voudrais affirmer ici que la première crise politique au Congo est due au fait que depuis 1960 jusqu'à nos jours, ceux qui sont devenus grands
ne les sont pas devenus politiquement parce qu'ils avaient des projets de société, des visions d'État, des programmes de gouvernance présentés au peuple et par adhésion, le peuple leur a donné le pouvoir. En 1960, le père de la décolonisation avait une préoccupation de contester l'oppression coloniale qui était sur place. Ça ne pouvait pas poser de difficultés, mais seulement le peuple s'est trompé en pensant que si tu me contestes, cela signifie que tu es plus grand que moi et tu peux faire le bien plus que moi. La première crise, c'est que l'indépendance a été mal négociée parce que l'indépendance a été acquise sous le fond de la contestation du mauvais gouvernement qui était les colons. C'est parti. Donc, deuxième phase de l'élite, Mobutu vit avec sa dictature. Et la plupart de ceux qui ont combattu Mobutu montraient effectivement que Mobutu gérait mal le pays, mais ils n'ont pas proposé de projets de société, des idées alternatives au peuple, pour que le peuple, en contestant celui qui gouverne mal, choisisse pas un autre homme, mais plutôt une vision, un autre projet de société capable de transformer ces conditions de vie sociale. Et de là, de Mobutu jusqu'à Musée, de Musée jusqu'à Kabila Joseph, les problèmes du Congo politiquement n'ont jamais été posés. Alors nous sommes entrés d'abord dans une crise politique entre la classe politique toute tendance confondue, la classe sociale toute tendance confondue et le peuple congolais. Comme pour dire en réalité, le peuple congolais n'a confiance à personne. Même si le peuple semble soutenir la démarche de l'opposition, mais parce que le peuple sait qu'elle souffre. Mais si vous lui posez la question profondément de dire, mais alors, si l'opposition prenait le pouvoir aujourd'hui et que vous ne vous retrouviez pas demain, est-ce que vous allez soutenir l'opposition ou non? Maintenant, à partir de 2011, Adolphe Mouzut intervient pour montrer la crise politique, comment elle s'accentue à partir de 2011. À partir de 2011, nous sommes allés dans les élections qui ont été déclarées par nous tous bâclées. Et par rapport à ces élections, le président Kabila et sa suite ont tenté une expérience de convoquer les concertations nationales afin de se débarrasser de la chanson qui les gênait déjà, la vérité des urnes. Ils ont réussi à convaincre un groupe d'opposition et nous sommes allés aux concertations nationales. Comme si ça ne suffisait pas, parce qu'en ce moment, quand Joseph Kabila et sa majorité demandaient au peuple congolais d'aller aux concertations, il y a une opposition qui demandait le dialogue en lieu et place de l'opposition. Et la majorité au pouvoir et nous, les opposants qui étions pour le dialogue, nous répondions que concertation, il faut aussi dialogue. Nous pensions que nous le faisions de bonne foi, alors que nous répondions plutôt à un agenda politique de Joseph Kabila et sa majorité. Quelques minutes avant la fin du mandat, il va provoquer notre problème, que Mouzut souligne très bien, le refus de mobiliser les recettes pour l'organisation des élections. C'est la première articulation de la crise politique telle que démontrée par Adolphe Mouzut. Deuxième chose, l'activation ou la manipulation de la Cour constitutionnelle pour que puisse pondre un arrêt de la honte qui dispose que le président Kabila restera au pouvoir tant qu'il n'y aura pas organisation de nouvelles élections. Alors que la Constitution dans son article 70, alinéa 2, dispose le contraire. La Constitution dans son article 70, alinéa 2, ne dit pas que le président d'exercice reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Elle dispose plutôt que le président d'exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Ça veut dire que le président qui est en exercice ne peut pas atteindre la fin du mandat sans au préalable avoir organisé les élections. Je chute. Oui. Et troisième chose, l'opposition refuse d'aller au dialogue parce qu'elle acquise la majorité de chercher des tentatives de révision de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. En ce moment que le dialogue soit vrai ou faux, ces précédents-là font qu'il y ait une crise politique qui pourra nous conduire à accentuer la crise économique, financière et la crise sociale. Voilà un peu ce que je retenu de cette la crise politique. Alors Israël, nous allons avoir votre lecture de la crise politique. L'auteur dit que cette crise, effectivement, elle est là, elle divise la majorité et l'opposition, notamment en ce qui concerne le processus électoral. Les deux partis n'ont pas la même vision. La majorité estime aujourd'hui il n'y a pas possibilité d'organiser des élections. Il faut aller d'abord au dialogue. Et comme vient de le dire Fumutoto, l'opposition, pour sa part, estime que le dialogue ne pourrait être considéré comme une sorte d'astuce trouvée par la majorité pour esquiver les élections et prolonger le mandat du président en exercice. Comment avez-vous compris la première crise, la crise économique, plutôt la crise politique, avant qu'on parle de l'aspect sécuritaire? J'aimerais d'abord saluer encore une fois ici
la pertinence de cette tribune, la 12e de l'ancien Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. C'est une tribune qui frappe par la rigueur et par la qualité du diagnostic, mais aussi par sa prospective, ça veut dire les solutions proposées. Je remarque d'abord que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a souligné justement l'évidence de 3 crises, avant que je n'entre dans la crise politique et sécuritaire. Et lui, pour la résolution de cette crise à 3 têtes, il aimerait qu'il y ait une solution globale, une solution holistique, que l'on ne puisse pas d'abord isoler la crise politique de la crise économique et de la crise sociale. Toutes ces crises se tiennent, toutes ces crises se nourrissent, et la première crise, la politique, elle amplifie la seconde qui est économique, et celle-ci déteint sur la crise sociale. Donc, nous sommes là avec un monstre à 3 têtes, et qu'aujourd'hui, c'est limité à l'aspect purement politique, tel que proposé dans le schéma actuel du dialogue, est une erreur. Et donc, pour le Premier ministre Adolphe Muzito, il faudrait absolument qu'un processus politique puisse être à même de poser le diagnostic de tous ces 3 secteurs et de proposer une solution à toutes ces 3 crises qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, qui se nourrissent et qui s'amplifient. Et donc, pour revenir à la première crise, et donc, plein de lucidité, il n'y a rien à redire ici, le Premier ministre a bien posé le diagnostic, que cela découle justement de la panne du processus électoral, cela découle de suspicions que nourrissent l'opposition par rapport au chef de l'État, qu'il aimerait se maintenir au pouvoir avec l'aide de la Cour constitutionnelle. Cela aussi découle du fait que nous sommes dans un pays où les antagonismes politiques, les suspicions ont été exacerbées et que cette crise s'enracine de manière dangereuse dans la solution. Et j'ai été frappé aussi par un paragraphe du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito qui dit que le temps n'est pas notre allié. Ça veut dire qu'on n'a pas tout le temps pour laisser... Le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. On n'a pas tout le temps pour laisser pourrir la situation. Donc c'était pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire qu'il y a urgence. La météo économique n'est pas bonne, la météo sociale n'est pas bonne, et alors qu'il faudrait absolument que les politiques ne puissent pas perdre le temps. C'est le moment du sursaut national, c'est le moment du dépassement de soi, c'est le moment du consensus, et je pense que cette tribune est une tribune plus ou moins charnière qui montre que l'heure est grave, qui montre que c'est le moment maintenant de se réunir et de parler des choses sérieuses, des choses qui valent. Très bien. Alors, Pascal Ouandji, je prononce bien votre nom, la crise politique, évidemment, elle est là parce que les éléments tels que détaillés dans cette tribune, notamment ces conflits autour du fichier électoral, le financement du processus électoral lui-même, la sécurisation, et sur le plan politique, cette guerre éternelle entre l'opposition et la majorité, ce sont des faits qui sont devant nous. Mais le Premier ministre, dans sa tribune, l'ancien Premier ministre, je veux dire, propose quand même des solutions pour qu'on s'en sorte. Et tout en liant ce que je viens de dire avec votre propre lecture de cette crise, comment vous l'analysez personnellement à la suite de ce que vous avez vu dans la tribune? J'ai compris ici que M. Muzito a le souci de voir en tout cas notre constitution très respectée correctement, encore que nous avions connu par le passé des moments durs au pays avec des dictatures. Et finalement, on a instauré l'État démocratique. Nous avions eu la première expérience électorale en 2006, et 2011 et deuxième expérience. 2011, maintenant, le problème se pose. Et vous savez, après l'élection de 2011, il y a certains Congolais qui se sont manifestés autrement, qui sont allés prendre les armes. C'est à cette occasion qu'on a pu finalement avoir l'accord cadre avec les différentes résolutions. Aujourd'hui, nous avons la résolution 2277, où la question du dialogue revient vraiment en répétition. Dans ce souci, je comprends que la 12e tribune d'Adolphe Muzito voudrait que la fin du mandat actuel, ça veut dire arriver le 19 décembre 2016, qu'on ne brûle pas le pays, qu'on trouve un mécanisme possible
de conduire les Congolais vers un terrain apaisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tension terrible, en tout cas sur le terrain, entre l'opposition et la majorité sur la question du dialogue. Les uns refusent, les autres l'acceptent, et ceux qui l'acceptent sont accusés par ceux qui refusent, comme quoi ils ont des agendas cachés. Et là, il avance, en tout cas, de scénarios. Dans le cas d'espèce de cette tribune, il a avancé au moins 2 scénarios. Le premier scénario, au cas où il arrivait qu'il n'y a pas de dialogue, c'est que probablement on peut connaître la continuité des institutions. Et c'est comme ça qu'il conseille que s'il faut qu'on trouve solution, c'est le temps déjà aujourd'hui de trouver solution, parce que si on fait une erreur, on commet l'erreur, les institutions actuelles vont continuer jusqu'à ce qu'on aura organisé les élections. Et là, nous retombons dans la logique maintenant de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, au regard de l'esprit de l'article 70. Et c'est là où intervient également l'accusation de l'opposition, qui pense que l'arrêt de la Cour n'a pas été correctement rendu, parce qu'il n'a pas pris en charge aussi la disposition ou l'article 73 de la Constitution, qui responsabiliserait ceux qui ont géré le pays depuis tous ces temps pour l'organisation des élections. C'est justement là où le problème est. Dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat. Voilà. Mais il faut penser également à une autre hypothèse. Bon, je ne parle pas d'hypothèse dans la logique maintenant de la tribune, mais si rien ne se faisait, ça peut arriver qu'on prenne aussi le pouvoir par la force. Les putschistes. Mais en fin de compte, quand vous comprenez, vous lisez correctement la tribune, on finira aussi par s'attendre. On trouvera toujours une possibilité d'attente, de voir comment gérer le pays autrement. Donc, c'est ici l'appel, si je l'ai bien compris, aux Congolais de comprendre les enjeux qui nous attendent, les difficultés qui sont devant nous, et déjà maintenant, au regard du petit temps qui y est resté, comment bien réfléchir pour qu'en même temps on ait les élections, pour qu'en même temps on ne brûle pas le pays, et pour que finalement on pense aux questions économiques, aux questions sociales, parce que le citoyen, le petit Congolais, ne dépend pas tellement seulement de la politique, c'est vrai, mais en même temps, ses conditions de vie doivent être réunies, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc c'est à ce niveau que j'ai compris son souci et voudrait sauver le meuble pays. Il veut sauver les meubles, effectivement. Fumutoto, je reviens vers vous. Dans la tribune, Honorable Muzito dit, comme Pascal vient de le conclure dans son intervention, qu'il faut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si jamais les institutions actuelles, à la lumière de l'article 70, vous l'aviez déjà analysé ici, devraient continuer, alors il faut chercher à contenter aussi ceux qui sont en face, parce que l'opposition n'est pas là où il n'est pas admis qu'un groupe d'individus, en particulier ceux qui étaient en train de diriger, continuent comme ça, comme s'ils ne se reprocheraient de rien. Surtout dans cette hypothèse où les élections ont pris du retard parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de gestion. Messieurs les journalistes, je voudrais informer, c'est le point de vue que ici dans la Constitution, on a institué 2 cours. Il y a la Cour constitutionnelle qui appuie l'arrêt de la honte, parce que manipulé par le président de la République. Il y a à côté... Vous n'avez pas de preuves, il ne faut pas avancer. S'il vous plaît, revenez dans un instant. Non. Un instant, vous arrêtez cette façon de poser des questions. Oui, allez-y. Nous sommes allés à l'université apprendre le droit constitutionnel, les sciences politiques et consorts. Et ceux qui sont dans la cour là, ils ne sont pas qu'experts, ils sont aussi politiciens et nous ne savons pas par quels moyens ils sont arrivés là-bas. Les décisions de la cour ne connaissent pas de recours si la Cour elle-même a respecté la Constitution. Mais si la Cour ne respecte pas la Constitution, nous ne sommes pas tenus à respecter l'arrêt de la Cour. Nous ne sommes pas... Cet arrêt-là n'a pas de recours parce que vous faites le recours. Non, mais écoute, la Constitution a institué 2 cours. Il y a la Cour le constitutionnel de l'article 160 jusqu'à 164 qui dispose qu'il y a un organe en termes d'institution d'État qui est chargé d'interpréter la Constitution et de veiller à la conformité des actes en amont et en aval à la Constitution. Mais il y a une autre cour qui est instituée dans l'article 64 de la Constitution. L'interprétation de cet article-là ne peut pas venir de la Cour. Là, la Constitution dispose que tout Congolais
a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violant les dispositions pertinentes de la présente Constitution. Ici, on ne nous dit pas que pour constater que Kabila manipule la Cour, ils veulent se maintenir au pouvoir et lui la Cour, il faut recourir au juge de la Cour. Non. Il y a combien, moi je ne suis pas juriste, mais il y a combien d'interprétations? Il y a l'interprétation du texte par lui-même dans ses libellés. Il y a l'interprétation judiciaire et il y a l'interprétation doctrinale. Maintenant, moi, licencié en sciences politiques, moi, expert en sciences politiques, pour comprendre que cet article ne pose pas problème, la Cour nous a trompés, j'ai besoin d'être juge. L'article 70, alinéa D, dispose que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu, du nouveau président élu. J'ai besoin de la Cour pour comprendre qu'ici, on ne dit pas que le président reste là s'il n'y a pas d'organisation des élections. Et la Cour veut créer une fausse jurisprudence pour le Congo de demain en disant le président qui est payé par l'argent du contribuable congolais pour organiser les élections, il ne les aura pas organisées pour dire comme je n'ai pas organisé les élections, je reste là-bas. Alors que la disposition là fait partie des matières verrouillées de la Constitution. Très bien. Mais maintenant, si vous devez voir par rapport à la tribune dit que la CENI sollicite un délai supplémentaire pour faire le travail, notamment du fichier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs, de Congolais qui sont dans la diaspora, ainsi de suite. Ça prend du temps. Mais, monsieur, maximum, on peut avoir, la CENI parle de 16 mois ou plus, mais ici dans la tribune, l'auteur parle de plus ou moins 24 mois qu'il faut envisager. Comment gérer cette période? Qu'il s'agisse... Oui, terminez d'abord. C'est pourquoi je voulais dire comment gérer cette période, c'est ça la problématique. Non, ici. monsieur le journaliste, qu'il s'agit de l'auteur de la tribune de la CENI, de Kaby, de la Cour constitutionnelle, nous sommes tous fondés sur quoi? Sur la Constitution. L'article 62 de la Constitution dispose que nul n'est censé ignorer la loi et que toute personne est censée respecter la Constitution et les lois de la République. Ouais. Quel est ce pouvoir-là qu'on peut donner encore à la CENI de dépasser les délais constitutionnels? Et si la Constitution est tombée, la CENI représente quoi? Parce que si Kabila aujourd'hui, chef de l'État, c'est la Constitution qui l'a réglé. S'il y a CENI là-bas comme institution citoyenne, c'est la Constitution. Alors maintenant que nous foulons au pied la Constitution et nous allons encore accepter la CENI. Non, c'est un coup d'État institutionnel préparé par le pouvoir en place. Qui est ces Congolais qui ne sait pas que la CENI est manipulée en termes de caisse de résonance du pouvoir en place? Qui ne sait pas ça? Est-ce qu'il faut donner un cours sur ça? S'il vous plaît, si vous me permettez. Il y a, voici ce que l'auteur a dit et qui est pratiquement impossible. Il faut chercher l'interprétation de la Constitution en dehors de la Cour. Comment? Si nous allons au dialogue et qu'à l'issue du dialogue nous proposons le gouvernement d'union nationale, il sera fondé où? Il faut réviser la Constitution parce que l'article 78 dispose que le président de la République doit nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Or, le dialogue ne produira pas une majorité parlementaire, elle produira une majorité politique non institutionnelle. Alors le gouvernement d'union nationale sera fondé sur quoi? Échec. Si nous allons au dialogue et que nous prenons des résolutions pour dire comme on n'a plus le temps pour organiser les élections, voilà les compromis politiques, nous n'allons plus respecter la Constitution. Mais quel est le pouvoir juridique des résolutions issues du dialogue sur la Constitution? Alors que tous les Congolais ne prendront pas part au dialogue. Comment alors les résolutions du dialogue les seront-ils opposables alors que le dialogue n'a pas un caractère contraignant? Troisième chose, si nous disons que Kabila doit rester là-bas, mais non, il ne peut pas rester là-bas lorsqu'il aura terminé son mandat. Le pouvoir va revenir au président du Sénat. Parce qu'il y aura vacances à la tête de l'État, cette fois-ci, pas par cas de décès ou d'empêchement définitif, mais parce que l'ancien président n'aura pas organisé les élections dans les délais et que ce poste-là ne peut pas être exercé sans que le nouveau président soit élu. En ce moment, si le président dit, mais il ne peut pas laisser le pouvoir au président du Sénat, et lui va rester là-bas en vertu de quel article? Je chute en disant, les putschistes peuvent venir, Mouzoutou prévoit. Et ce n'est pas Mouzoutou le premier à prévenir. Dans les sciences politiques du monde entier, surtout dans l'histoire politique du Congo, chaque fois que nous avons perdu l'horizon, le troisième Eraron était présent à nos portes. Lorsqu'il y a eu conflit entre Kasavubu et Lumumba et qu'il n'y avait plus d'horizon, Mobutu, un nouvel acteur, est sorti. Mobutu a-t-il accepté l'acte constitutionnel ou l'ordre institutionnel qui était avant ou il avait annulé? Deuxième exemple. Lorsqu'il n'y avait plus d'horizon dans le conflit entre Tshisekedi et Mobutu, de 82 à 1996, qu'est-ce qui est arrivé? Mouzé est arrivé
avec une rébellion de 17 mai qu'on a appelée Libération. Est-ce que Moussa avait accepté l'ordre politique qui était avant? Il les avait annulés et annulé l'ordre politique qui était avant. Maintenant, en 2001, lorsque le conflit continuait entre Moussa et le mouvement rebelle, MLC d'une part et les différentes fractions de RCD Goma, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir après que Moussa ait été assassiné. Joseph Kabila a-t-il continué le décret de Moussa ou il a amené notre ordre? Alors, le putschiste sera-t-il obligé, s'il arrivait, de respecter la légalité, ou il va sortir de la légalité? Et s'il sortait il a accepté la légalité, lui deviendra qui? Parce qu'il n'est pas inscrit dans la constitution ici, les putsch. Très bien, je veux revenir. Je termine par la chaîne. Ouais. Et si les putschistes n'acceptent pas leur remplace qu'ils convoquaient le dialogue, ce dialogue, ce sera le dialogue de Kabila ou bien notre dialogue, ou bien enfin. Mais quand est-ce que nous allons démarrer le dialogue? C'est à la fin du mandat de Kabila ou pendant et vers la fin de ce mandat. Donc pour dire que personne ne battra le peuple congolais. C'est plutôt ces politiciens de l'opposition, de la majorité, qui seront battus par le peuple congolais. Très bien. Alors Israël, ici nous sommes devant un débat très juridique. Nous allons, le scénario, on a dit, c'est l'article 70. Vous allez donner votre interprétation rapidement. Votre analyse, pas l'interprétation, il n'y a que la Cour qui est fondée à donner ce genre d'interprétation. Mais ce qui intéresse ici, ce sont les hypothèses que l'auteur présente. La première hypothèse, c'est le dialogue qui est présenté par la majorité comme l'alternative pour sortir de l'actuelle situation, notamment l'organisation des élections, nécessite un dialogue pour un compromis politique. Il dit, si l'opposition venait à refuser à participer au dialogue, qu'est-ce qui peut arriver? Deuxième hypothèse, la mise en accusation du président pour haute trahison, et puis au terme de l'article 164 à 167 de la Constitution. Et enfin, troisième hypothèse... Il faudrait rectifier, hein, c'est 165. 165, l'inconstitutionnalité d'un gouvernement d'union nationale. Prenez de manière ramassée le 3, analysez. Quel est le problème qui est posé à ce niveau? Bon, vous remarquez d'ailleurs que cette tribune, elle tombe à pic. Voyez-vous, la position de l'opposition dite de la troisième voie qui est Carlo Fumutoto. Vous voyez qu'avec ses idées à cette opposition à elle et les idées de la majorité, il y a frontalement choc. Il y a un choc frontal. Et c'est ce que le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito veut éviter pour que les uns et les autres mettions de l'eau dans notre vin pour aller de l'avant. Sur la question, par exemple, évoquée ici par le Premier ministre de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt d'abord de la Cour constitutionnelle, elle a plus créé de problèmes qu'elle en a résolu. La preuve, la marche hier ici dans la ville de Kinshasa a paralysé la ville. Ça veut dire que l'arrêt n'a servi à rien. Parce que le Congolais lambda, le Congolais moyen de Aou, de Bouigna, de Kasoumalessa, il ne comprend rien de manière le discours, comment dirais-je, sibyllain de la Cour constitutionnelle. Il va suivre le discours de son leader. Donc, Fumutoto, par exemple, qui incarne ici la troisième opposition, comme il le dit ici, ce sont ses partisans qui vont suivre l'explication politique ou technique qui va donner l'arrêt de la Cour. Ils ne vont pas respecter la Cour constitutionnelle en tant que telle. Et donc, nous sommes dans l'impasse. Mais sur la question de l'article de l'arrêt de la Cour, moi, pour ma part, c'est un arrêt qui ne valait pas la peine d'être rendu. Pour moi, les articles 70 étaient clairs et ils n'étaient pas laculaires, ils n'étaient pas incomplets pour mériter un arrêt de la Cour. Donc, sur cette question, je suis proche de l'hypothèse du Premier ministre Muzito qui disait que si Joseph Kabila a une responsabilité dans la crise actuelle, c'est une responsabilité politique pour n'avoir pas fait attention aux crédits votés par son gouvernement à allouer à la CENI. Parce que c'est la CENI qui organise les élections et sans moyen du gouvernement, la CENI est dans l'impossibilité. Il y a une faute politique de Joseph Kabila par rapport à ça et on peut envisager sereinement une mise en accusation pour haute trahison. Parce que les élections présidentielles notamment ont été prévues de longue date, il y a 5 ans. Donc, quand vous êtes élu et que vous avez prêté serment de faire respecter la Constitution, vous devez déjà vous préparer à partir. La Constitution est claire, un président de la République en RDC n'a droit qu'à un mandat 2 fois de 5 ans. Point barre. Ça signifie qu'un président qui entre en fonction pour son deuxième et dernier mandat doit se préparer, doit déjà préparer sa sortie de manière classique, de manière sereine.
Ce n'est pas le cas ici, parce que la CENI est dans l'impossibilité de préparer ces élections. Mais la difficulté ici, c'est que si la responsabilité politique de Joseph Kabila est bel et bien établie, à mon sens, il sera difficile de la traduire en mécanisme juridique. Le mettre en accusation devant la même Cour constitutionnelle après une majorité qualifiée du Parlement, vu qu'il contrôle aujourd'hui la majorité parlementaire, ça sera difficile. Donc la solution juridique de la haute trahison est à écarter. Alors, nous sommes là dans un schéma. Si les opposants n'activent pas ce schéma, on est dans l'autre schéma, dans le schéma putschiste, dans le schéma insurrectionnel, qui n'est pas un schéma à souhaiter, mais c'est un schéma vraisemblable. Parce qu'il y a crispation, il y a exaspération, partout, personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Nous assistons à une tension politique inédite. C'est une chose qu'il faut absolument déplorer et regretter. Alors, même dans ce schéma, le Premier ministre Adolphe Muzito, le Premier ministre honoraire, a été là aussi pertinent en disant que si les putschistes arrivent à supposer qu'ils soient de bonne foi, ils actionnent le mécanisme de la constatation de la vacance au sommet de l'État. Et là, il demande à la Cour constitutionnelle qui est au nid en ce moment, on lui demande à elle de constater et d'activer une présidence intérim. Là également, parce que la présidence intérim a une durée de 90 jours minimum, mais 120 jours maximum pour organiser des élections. Voilà pourquoi elle est intérimaire. Donc tu n'es là que pour préparer les élections. Et donc, même dans ce cas de figure, si les contraintes techniques demeurent, de la CENI demeurent, alors là, vous retombez dans un schéma extra-constitutionnel et donc toujours nécessité de dialoguer. Alors, voilà pourquoi le Premier ministre dit que le dialogue politique s'impose. Mais il faut être réaliste, comme l'a été Fumoto tout à l'heure. Aucun putschiste n'est légaliste. Donc quand un putsch vient, c'est pour mettre en veilleuse l'ordre constitutionnel et essayer de construire l'ordre constitutionnel. Alors, ces instabilités là-bas ne sont pas une bonne chose. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec l'honorable Adolphe Muzito qu'il est temps justement pour les uns et les autres de négocier et de se mettre autour d'une table et de réfléchir de manière sérieuse à la sortie de crise. Très bien. Alors, Pascal, votre analyse des deux hypothèses, plutôt des deux scénarios préparés ou proposés par le Premier ministre pour résoudre cette crise avec les hypothèses qui viennent. Vous en aviez déjà évoqué ici. Juste un mot sur la question de l'inconstitutionnalité du gouvernement d'union nationale. Ouais. Sur cette question, c'est une question politique, c'est vrai, mais je pense que si la majorité politique qui sera issue des négociations politiques, le président de la République peut demander à la majorité parlementaire qu'il contrôle d'appuyer ce gouvernement et je pense qu'on peut trouver une issue sur ce problème juridique. Très bien, mais là on serait parti pour la gloire pour ce qui concerne l'organisation des élections. Oui. Alors Pascal, vous avez la parole. Le problème est très complexe actuellement au pays, encore avec la CENI. Nous, on pensait qu'on pouvait, en tout cas, reprendre l'expérience de 2011, où on avait organisé l'enrôlement au mois de juin et novembre, nous avions eu les élections. Mais ici, nous sommes en face d'un calendrier tel que proposé par la CENI. Il faut au moins 16 mois. On parle de 3 mois pour la loi de répartition des sièges, 3 mois appel au mandat, au candidat au mandat, 3 mois également à l'impression des bulletins, nous allons jusqu'à 24 mois. Donc, on dépasse. Et ici, je comprends que l'honorable Muzito veut également prendre, ou il prend autrement en compte ce délai technique proposé déjà par la CENI. Alors, au regard de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour la gestion de cette période. Pour la gestion de cette période. Parce que le premier scénario parle de la continuité. Au cas où il n'y aurait pas dialogue également, le chef actuel peut rester au pouvoir. Mais il y a le refus, ça c'est la première hypothèse, le refus maintenant de l'opposition de participer au dialogue. Il sera, selon lui, difficile d'organiser l'élection avec la seule volonté de la majorité. À ce moment-là, comme conséquence, le pays aura un chef avec un mandat élastique infini. Alors, j'estime que cette question risquera alors de compliquer encore les choses au pays parce que l'opposition ne sera pas prête à avaler, à accepter que le chef de l'État reste encore pendant longtemps possible au pouvoir
sans mandat. Et vous avez vu comment les choses se sont passées avec des manifestations. Je crois que ça va s'intensifier, ça va continuer ainsi. Alors, il faut à ce stade, et c'est là où moi je vais réfléchir avec Adolphe Muzitu, comment faire pour qu'on ne tombe pas dans ce piège, parce qu'à un certain moment, on comprend que les 24 mois proposés par la CENI ne sont pas du tout justifiés parce que nous avons l'expérience de 2011. À ce moment, il était Premier ministre, on a vu comment il a débloqué facilement l'argent et puis on a pu avoir les élections. Aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement peine pour débourser l'argent et organiser les élections. On comprend peut-être qu'il y a une mauvaise volonté. Face à une mauvaise volonté ou à la mauvaise volonté, aucun argument ne peut tenir. Deuxième hypothèse, il parle de la mise en accusation du président pour haute trahison au regard de l'esprit de l'article 165 et 167. Effectivement, même si aujourd'hui, parce que nous savons que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, peut-être pas nous, surtout les opposants estiment que la Cour constitutionnelle est dépendante de la majorité, étant donné qu'elle a été mise en place par, n'est-ce pas, le choix de la majorité. De l'opposition dedans. Moi, personnellement, j'évoque souvent un philosophe, Héraclite d'Éphèse, tout coule et tout passe, rien ne demeure. Même si ça peut demeurer pendant le temps possible. Mais il y aura d'autres qui viendront, qui pourront revenir, rebondir sur la question. Donc, même si on peut passer autant d'années, ceux qui viendront après peuvent encore évoquer cette question de la haute trahison et les poursuites peuvent avoir lieu. C'est dangereux. Voilà pourquoi on a tout intérêt de sauver le meuble aujourd'hui, au lieu qu'on tombe dans cette logique, quand même que lui ici, l'analyste, lui pense que c'est difficile, que cette logique réussisse, c'est parce que c'est un peu impossible qu'on réunisse la majorité majorité qualifiée. Oui. Et là, maintenant, oui, je le dis, mais à l'avenir, la question va revenir et je crois que les poursuites pourront avoir lieu. Troisième hypothèse, il parle de l'inconstitutionnalité. Une fois, on a un gouvernement d'union nationale parce que l'opposition accepte finalement peut-être le dialogue, on a ce gouvernement et il donne également des raisons. C'est vrai qu'il y aura l'instabilité, ainsi de suite, parce que personne n'aura la légitimité telle que voulue par la Constitution. Parce que nous avons une Constitution qui donne un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, point. La Constitution ne gère pas la transition. Et ici, nous aurons le temps de la transition. Et c'est dans son temps qu'il y a beaucoup de craintes. Quand vous rentrez par le passé, les anciennes tribunes de l'honorable, il émettait des craintes dans ce temps où on pourrait probablement avoir d'autres constitutions. Il y a possibilité. Et on risquerait maintenant de mettre en cause cette constitution. Parce que la question qui va se poser, c'est que pendant ce temps, on va utiliser quelle constitution? Franchement, on n'aura pas cette constitution, on aura une autre constitution. Lorsqu'on aura, je ne sais pas parler en termes de constitution, et il y aura possibilité par après qu'on cherche une nouvelle constitution, parce qu'on aura dit, on aura avancé des arguments tels que si nous avions eu des problèmes, tels que nous avions eu, c'est parce que cette constitution nous a posé des problèmes. Par conséquent, comme on veut baliser l'avenir, il faudrait qu'on cherche une autre constitution. Merci, et là, le problème va se poser. Oui. Et là, je suis d'accord avec lui lorsqu'il réfléchit de cette manière. Ce sont des questions, des hypothèses, ce sont des réponses provisoires qu'on donne. Oui. Alors, je crois que c'est à chaque Congolais, qui le pays l'appartient, de pouvoir sortir la vraie réponse. Et voilà, c'est de cette manière-là qu'il présente. C'est à chaque Congolais de réfléchir. Fumutoto, nous abordons maintenant la question de la crise économique. Je sais que si on n'a pas organisé les élections, la véritable raison, hein, en tout cas même si on dit que c'est pour des problèmes politiques, mais la CENI n'a pas eu le moyen dont elle avait besoin pour pouvoir organiser les étapes pour l'organisation des élections. On a vu un calendrier électoral qui était en exécution, qui a été suspendu. Après, la CENI n'avait plus rien. La CENI avait besoin de près ou plus d'1 milliard de dollars américains pour pouvoir organiser ces élections. Crise politique, comment vous l'analysez tel que présenté par Honorable Muzitu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, mais je voudrais quand même, avant de répondre à cette question, préciser certaines choses. Les dialogues, il y a combien? Parce que je pense que Adolphe Muzitu a quand même une oreille exercée, parce qu'à l'introduction de son chapitre sur la crise politique, il a ressorti profondément les préoccupations et les ressentiments de l'opposition. Nous suspectons Kabila 3 choses. Le refus de mobiliser les recettes pour organiser des élections afin d'en tirer une jurisprudence en sa faveur. 2. La manipulation de la Cour constitutionnelle afin de rendre un arrêt de la honte en sa faveur. 3. Tentative d'un dialogue pour réviser la Constitution afin d'obtenir la possibilité de se représenter en 4e ou 3e position.
l'ancien Premier ministre Mouzito a fait ressortir ça. Vous soupçonnez. Non, il a ressorti notre position et cette position est démontrable pour nous de l'opposition. Rentrez maintenant dans la Je suis dans la question. Il propose si le dialogue pour qu'on puisse trouver réponse à ces problèmes. Mais il y a combien de catégories face au dialogue de l'opposition? Il y a une opposition qui est totalement contre le dialogue. Elle est fondée sur le point que je viens de citer. 2, il y a une opposition qui est pour le dialogue, mais qui n'est pas une opposition fabriquée, créée par l'IDPS. Notamment l'opposition de la troisième voie, de Steve Mikaï, de Bitakura et consorts, qui pensent que la solution c'est dans le dialogue, alors nous devons y aller. Et parce que le dialogue est inclusif, c'est encore la majorité qui saute, en collaboration avec l'IDPS pour dire l'inclusivité signifie la majorité au pouvoir donne une liste, la société civile donne une autre liste, et la troisième liste de l'opposition est présentée par l'IDPS. Et Edem Kodjo que nous pensions venir nous faciliter la tâche, il réduit l'opposition nationale à l'IDPS. Nous n'avons pas le temps. Revenez d'abord. Je suis dans la question. Oui, allez-y. C'est débat là. Non, mais vous avez proposé tel scénario, tel scénario, tel scénario. Oui, mais nous n'avons pas ce temps. Je voudrais qu'on puisse aborder la crise économique parce qu'il y a la crise sociale qui nous attend. Alors, oui, je la voulais crise dire économique, que... un instant, je veux essayer un peu de vous recadrer. L'économie congolaise est caractérisée par un degré élevé d'extraversion. Cette extraversion rend d'autant plus vulnérable l'économie qu'elle pose essentiellement sur les secteurs, les secteurs miniers dominés par la production à faible valeur ajoutée, ainsi de suite. Le député national constate que notre économie dépend plus de l'extérieur et que dans les conditions actuelles, nous sommes sans oublier que le gouvernement a revu à la baisse son budget en exercice. Tout ça, c'est parce que les recettes ont baissé au niveau des services de mobilisation. Et vous, comment analysez-vous la présentation de cette crise par lui? Monsieur le journaliste, je ne suis pas ici seulement pour analyser ce que Mouzito dit. Je suis ici pour parler de moi, de la troisième voie et de la tribune qui fait objet du débat ici. Alors, il ne faut pas toujours dire, voilà ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous dites. Allez-y, allez-y. Faisons une analyse sur le pays et nous tenons compte de ce que lui a proposé sans négliger ce que nous avons proposé. Donc, c'est là le sens, pour moi, du débat. Donc, premièrement, j'ai terminé en disant qu'il faut un dialogue inclusif, mais il ne faut pas soumettre certains partis sous la liste des autres partis, ce qui ne sera pas d'accord. Moi, je suis pour le dialogue, mais s'il faut être représenté par l'IDPS comme participant, je ne ferai pas partie de ce dialogue. Mais il faut me considérer moi comme opposant avec mon parti et mon regroupement. Nous pourrons participer à ce dialogue, mais qui n'a aucun pouvoir sur la Constitution. Très bien. Ça, c'est la précision. La deuxième chose, le problème de la crise économique et financière, tel que soulève Adolphe Mouzito. Moi, en tant que politologue et acteur politique, je pense que c'est le déficit politique qui entraîne cette crise. Et comment? Comment nous sommes partis? De Mouzito, nous sommes avec le Premier ministre Matata, qui va prétendre mobiliser les recettes plus que tout le Premier ministre que le pays a connu. Et il a dit quoi? Je vais mobiliser 48 milliards sur 5 ans en recettes propres. Et si nous prenons 48 milliards divisé par 5 ans, c'est que par année, nous avons au moins la moyenne de 8 milliards ou 10 milliards par an. Aujourd'hui, nous sommes presque fin législature. Le Premier ministre Matata n'aura pas mobilisé ne fût-ce que la moitié de la prétention de mobilisation de recettes. Encore faudra-t-il ajouter. Une chose est sortir un budget alors de 6 milliards, même si on revoit à la baisse. Une autre chose est le taux de mobilisation des recettes, même sur le montant qu'on a revu à la baisse. Aujourd'hui, le débat était mal parti. Comment les députés, y compris Adolphe Mouzito, comment pouvaient-ils investir un gouvernement qui n'a pas montré la capacité réelle de mobiliser les recettes? Manipulation de la majorité de l'Assemblée nationale par la majorité au pouvoir a fait que, comme le Premier ministre de la majorité, on ne peut plus engager les débats de fond, on l'a fait passer. Deuxième problème économique. Après que le Premier ministre ait prétendu mobiliser les recettes, on est allé revoir son budget à la baisse. Maintenant, les dépenses qui étaient prévues pour le financement des 48 milliards en recettes propres sur 5 ans, est-ce qu'on va encore financer ces dépenses-là? Nous disons non. Comme on ne va plus financer ces dépenses-là, deuxième choc, on réduit ces dépenses-là.
Le même Premier ministre avait dit, parler de la stabilité du cadre macroéconomique. Il avait sorti un terme qui n'est maîtrisé que par les économistes, heureusement qu'Israël est là. Il a dit que tout ce qu'ils font, c'est pour lutter contre l'austérité. Et je crois que c'était le choc de l'économie nationale. L'économie nationale est protégée face au choc extérieur. Aujourd'hui, la crise mondiale a frappé l'économie congolaise comme si ces politiques n'étaient pas arrêtées. Troisième chose, politiquement parlant, l'économie ne marche pas seule. C'est une voiture qui ne peut marcher qu'avec un conducteur, c'est-à-dire une idéologie politique, une option politique. Joseph Kabila arrivé au pouvoir en 2001. Quelle était l'option qui était levée, dans laquelle Jean-Pierre Bemba a travaillé comme vice-président, dans laquelle Antoine Exanga a travaillé comme premier ministre et dans laquelle Adolphe Moussou a travaillé comme premier ministre. Notamment, ouvrir le pays aux institutions de Bretton Woods pour certifier nos comptes en fait d'avoir un crédit international qui nous permet de mobiliser les recettes extérieures. Matata Veni, il a supprimé cette option. Des engagements de l'État vis-à-vis des entreprises structurantes. Matata a désengagé, il a remis l'économie pure socialiste. Avec tout ce qu'on a levé comme politique, comme option de la majorité présidentielle, je n'ai pas vu quelqu'un dire vous êtes le premier ministre de la majorité, maintenant que vous abandonnez toutes les options que nous avons levées et qui nous ont amenés au point d'achèvement pour que nous puissions avoir la possibilité de mobiliser des recettes extérieures en faveur du pays, nous ne sommes plus avec vous. Non. Vous voyez que le Premier ministre Matata est un Premier ministre très fort, parce que vous voyez un Premier ministre de la majorité qui passe, prend le discours, il dit le PPRD, parti majoritaire, en collaboration avec l'opposition, attaque le gouvernement. Ça ne se dit jamais en politique. Donc nous avons une crise politique profonde qui nous donne toutes les conséquences. Et donc la crise économique, et vous savez, en 2013, lorsque le président de la République avait clôturé les concertations nationales, qu'est-ce qu'il avait dit? Malgré l'évolution positive des critères des cadres macroéconomiques, la situation de notre population ne décolle toujours pas. Là, nous allons revenir dans extraverti. la crise Je termine là. Sociale, parce que le secteur industriel, dans une phase purement embryonnaire, le taux de décès en électricité ne peut pas permettre à notre pays d'accueillir des investisseurs pour créer l'emploi. Le courrier à l'Ikala, il y a l'Isso et à Moto, ici à Kinshasa et dans les provinces. L'agriculture dans une phase embryonnaire de cueillette, des mamans qui sèment, qui récoltent à la houe. Et puis, la troisième phase qui est tertiaire, c'est l'exportation. Et qu'est-ce que nous exportons? Israël est économiste, je n'ai jamais compris la méchanceté des économistes congolais, excusez-moi le terme. Ils nous ont toujours parlé de l'augmentation du PIB, qui ne signifie que toutes les richesses créées à l'intérieur de l'État, mais ils n'ont jamais osé parler de l'augmentation du produit national brut, qui nous permettrait de connaître ce que nous produisons de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Comme vous avez pensé que pour réussir dans un pays, il faut avoir des premiers ministres économistes, il faut écouter les économistes avec les chiffres. Les économistes sont devenus des philosophes au Congo, ils nous ont trompés, voilà notre sort. Merci. Alors Israël, rapidement votre analyse de la question économique, particulièrement cette forte implication du secteur minier dans notre économie constitue un vrai problème, parce qu'il a suffi à un moment donné que le prix de matières extractives, de tout ce que je peux considérer comme des matières extractives, là, connaissent des problèmes sur le plan du marché international. Aujourd'hui, le gouvernement ne s'en sort plus. Justement, c'est cette notre vulnérabilité à ce qu'on appelle au choc exogène, au choc qui vient de l'extérieur. Ça veut dire que nous sommes une économie extra dépendante d'une ressource principale qui est le cuivre. Et donc chaque fois que le cours du cuivre baisse sur le marché international, c'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Ça comprend un paquet de matières premières. Dès qu'il y a une dévariation à la baisse, nous qui dépendons de l'exportation de ce minerai, nous sommes vulnérables, nous sommes affectés, nos moyens s'envolent. Et donc nous avons connu une chute depuis plus d'une année des cours du cuivre, et donc ce qui fait que nos recettes se sont effritées. Nous avons justement réajusté notre budget avec une coupe sombre d'à peu près 2 milliards de dollars. Et donc c'est une approche de la résolution ou de l'atténuation du choc exogène par la compression des dépenses publiques. Il y a un danger avec cette méthode, c'est qui fait que c'est une méthode qui peut justement tuer la croissance. Or, il faudrait absolument prendre des mesures
rectificative en termes de finances, en termes économiques, mais qui ne puisse pas tuer la croissance, mais qui puisse la nourrir. Et donc, voilà pourquoi ici, Adolphe Muzito a parlé plutôt de la question de garder le seuil de 6 milliards en ressources propres au lieu de les abaisser à 4 milliards, mais en maximisant justement d'autres postes générateurs de recettes pour compenser le manque à gagner. Et donc, c'est une autre approche qu'il a soutenue. Mais l'impact maintenant, quel est l'impact de cette crise économique sur les secteurs sociaux, sur les projets sociaux? Non, les problèmes, mais justement parce qu'en matière, quand il y a des crises comme ça veut dire que tous les projets d'investissement, tous les projets sociaux sont évacués. Ça veut dire qu'il y aura moins d'écoles construites, il y aura moins d'hôpitaux réhabilités, il y aura moins de construction de nouvelles routes. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que quand vous amputez des 2 milliards, ça veut dire que vous sacrifiez les projets sociaux et les projets d'investissement. Les ressources qui restent, parce qu'elles sont minimes, elles sont petites, ce sont des ressources qu'on va affecter au fonctionnement de l'État et au paiement des salaires. Et ça veut dire même le fonctionnement de l'État sera drastiquement réduit. Et donc nous entrons là. Or quand justement les fonctionnements, les salaires plus ou moins sont gelés, où il n'y a pas assez d'argent, ça peut affecter ce qu'on appelle la demande globale, et la demande globale va affecter la production, et la production, quand il n'y a pas de production, il y aura baisse du taux économique. Mais ici, je voudrais dire que pour ça, il est important, pour se prémunir contre les chèques exogènes, on ne peut pas nier l'évidence du chèque exogène. On ne peut pas aussi imputer le chèque exogène à Matata, mais peut-être a-t-il une responsabilité dans le fait qu'il a été plus ou moins ressenti avec la loi rectificative. Ça veut dire que si nous étions en programme formel avec les institutions de Bretton Woods, on aurait eu les moyens supplémentaires pour combattre cette crise, parce que nous serions éligibles à un certain guichet où nous aurions de droit des tirages spéciaux qui pourraient, ou un guichet spécial pour nous permettre justement de faire face à cette crise. Mais je voudrais dire encore un mot là sur la crise politique ici qui est importante. Ça veut dire que la crise politique, comment est-ce qu'elle nourrit la crise économique notamment? C'est en augmentant ce qu'on appelle le risque pays. Nous sommes un pays vierge, on a besoin de capitaux pour développer nos infrastructures, pour développer notre économie. Or, les capitaux pour venir dans un pays ont un coût. Vous avez appris tout à l'heure que Freeport McMoRan a vendu ses parts dans Tengue Fungurume. Donc, pour faire l'investissement qu'il y a eu dans Tengue Fungurume, 2 milliards de dollars ont quitté les États-Unis pour venir féconder notre économie ici. Mais en quittant là-bas, il y a un taux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quitté, ça veut dire les 2 milliards ont quitté là-bas, les États-Unis, ils ont été prêtés à notre économie à plus de 10%. Alors que si le risque pays était inférieur, on aurait peut-être attiré ces capitaux à 2, à 3, à 4%. Plus il y a des tensions politiques, plus il y a la guerre, vous avez les taux des capitaux, le loyer de l'argent devient plus cher. Et ça veut dire que le Congo a remboursé, non pas les 2 milliards qui étaient venus, mais c'était les 2 milliards plus les intérêts. Oui. Et malgré ça, l'actif demeure toujours pour les capitaux qui sont venus. Et donc c'est important d'abaisser la tension politique, c'est important d'avoir des institutions stables pour ne pas justement nourrir la crise politique, celle-ci qui nourrit fatalement la crise économique. Alors Pascal, on va directement à économie, vous pourrez dire un mot en passant, mais je veux que vous puissiez quand même avoir le plaisir de pouvoir aborder la crise sociale. Tout ce que nous avons dit, politique, la crise économique, l'incidence sur le social de la population, et cela, la grande inquiétude pour le Premier ministre honoraire. Oui, justement, parce que là, je me rends compte que nous tournons en rond depuis un certain moment. Pourtant, le pays avait pris l'élan. À partir de 2011-2012, jusque-là, je constate que nous tournons en rond. C'est un cercle vicieux, on ne sait pas avancer. Alors aujourd'hui, nous avons la crise économique et financière. Présentement, de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas été à mesure de diversifier l'économie. Nous sommes limités à l'économie de minerais, ici très précisément le cuivre, et alors que nous avons l'agricole qu'il aurait fallu privilégier. Malheureusement, nous avons les Bukangalonzo qui n'est que éléphant blanc, aucune conséquence effective auprès maintenant de la population. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas été trop sérieux dans l'agir pour l'intérêt de la nation sur le plan économique et financier. Alors, malheureusement, nous avons atteint le point d'achèvement. Moi, je pensais que nous aurions dû maintenant bénéficier encore plus ce qu'on dépensait, ce qu'on payait, mais je ne comprends pas, après avoir atteint le point d'achèvement,
la situation devient encore pire que ce que nous avions pendant que nous avions la dette. Là, je ne parviens pas à comprendre. Alors, pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus de relations avec l'institution de Bretton Woods? Je pense que le gouvernement doit bien fournir l'effort, et c'est autant de questions ici que l'auteur de la tribune s'est posée. Alors, la question sociale dépend de tout ça. Lorsque la politique n'est pas bien assise, lorsque l'économie et les finances ne sont pas bien organisées, et auprès de la population, c'est la conséquence. La conséquence, aujourd'hui, vous verrez, le dollar, c'est pratiquement à 980 quelque chose. Et comment permettre que les Congolais alors vivent correctement? Ça pose déjà problème. Dans un gouvernement aujourd'hui, quand vous circulez, vous ne savez plus promener correctement parce que toutes les routes aujourd'hui sont délabrées. On ne sait pas réhabiliter les routes. Ça pose problème. Quand vous prenez le secteur électricité, ça pose problème de délestage par-ci, par-là, alors qu'il y a 5 ans, nous étions un peu mieux. Quand vous prenez la régie des eaux, c'est un problème qui se pose. Quand vous prenez le logement, c'est un problème. Donc, autant de secteurs qui ne marchent pas sur le plan social, et c'est ce qui interpelle davantage les autorités à comprendre les conséquences politiques. Pour des craintes qu'on arrive maintenant au deuxième scénario, où nous avions parlé des putschistes, parce que si les conditions sociales ne sont pas réunies, il faut craindre le reste. La population a des... Voilà, je crois que ça peut sinon ça va... social, parce que là, on est vraiment en train de chuter. Sur le plan social, quel est l'impact de toutes ces deux crises? Vous l'aviez déjà dit, mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite, la conclusion de l'auteur de la tribune? Non, je suis dans la logique de l'auteur de la tribune. Ce sont des crises, c'est une crise à 3 têtes. Ça veut dire qu'il y a un triptyque, une trilogie, crise politique qui tient l'économie en état. L'économie en état, l'économie aussi tient le social en état. Ça veut dire que pour avoir une économie stable, une économie prospère, il faut des institutions politiques stables. Pour avoir justement des conditions sociales améliorées, il faut une économie prospère, fondée sur une vision claire qui va générer la richesse, une richesse qui sera répartie entre la population. Parce qu'on n'a pas évoqué les questions sécuritaires. Aujourd'hui, pour mobiliser, on a vu les marches hier, c'est-à-dire pour encadrer la population, pour que, et tout ça, il y a un coût financier pour maintenir l'ordre public. Alors quand il y a des tensions, vous allez envoyer la police, les services de sécurité à Lubumbashi, acheter les grades lacrymogènes, acheter les camions anti-émeutes, équiper la police, voilà tout ça. Il y a des primes pour ça. Ça a un coût. Alors ça veut dire que quand vous apaisez le volet politique, vous dégagez des économies que vous allez affecter dans le secteur social. Très bien. Fubutoto va dire quand même quelque chose en termes de conclusion. Fubutoto, la crise politique, la crise économique, mais surtout les sociales. Vous n'avez rien dit sur les sociales. Soyez vraiment bref parce que nous sommes à la fin. Merci beaucoup, maître. Ce que les sociales est très vaste. Lorsque nous passons de la stabilité du cadre macroéconomique, prenons la stabilité du taux d'échange. Lorsque nous bougeons même de 2 dollars seulement, les fonctionnaires souffrent. Parce que les fonctionnaires qui recevaient 100 dollars, il avait l'équivalent de 93 000 francs congolais. Lorsque le dollar va, comme Pascal vient de le dire, à 98, il vient de perdre combien? Plus ou moins 7 dollars. Bon, il y a un problème de pouvoir d'achat qui tombe. Le salaire qu'il avait n'était pas un salaire de 100. Maintenant qu'il vient de perdre $1 dollar d'avantage, il meurt. La première chose. La deuxième chose, la santé. Nous sommes soignés dans quelles conditions? Les financements pour le secteur de la santé vont encore baisser. Les Congolais vont continuer à mourir. Au moins, je parle ici, mon secrétaire particulier, Jessie Kisante, que vous connaissez, qui était active non seulement dans la 3e voie, mais aussi à l'Université populaire, est emporté par la malaria. C'est une intelligence que nous venons de perdre. Donc, Israël, je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas tout de suite dire que c'est Matata. Oui, parce qu'il a trouvé la crise et que la crise viendra après lui. Mais c'est Matata, parce qu'il a dévié les options qui ont été levées pour continuer à réduire cette crise. C'est par rapport à ce que lui devait faire, qu'il n'a pas fait, que nous reprochons. Mais nous ne disons pas qu'il est globalement responsable de cette crise. Mais l'auteur de la tribune qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui a proposé une conclusion dans l'introduction. Ouais. Et je cite seulement sa phrase. Il dit, pour nous, la situation à la triple crise sera globale ou ne le sera. Non. Pour nous, la solution à la triple crise sera globale ou ne le sera pas. Celle-ci devra impliquer tous les acteurs. 1. Les institutions, la classe politique, la société civile, ainsi que la communauté
internationale. J'ai comme l'impression que quand nous analysons la question du Congo, avec notre CENI, avec notre Cour constitutionnelle, avec nos institutions que nous manipulons comme nous voulons, c'est comme si nous ne tenons pas compte que le Congo est une des chambres de la communauté internationale et que la communauté internationale ne manque pas une lecture sur ce qui va arriver au Congo. Qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors, au lieu que ça ne soit tard, nous proposons un dialogue sincère, mais cette fois-ci inclusif, pas un dialogue entre l'IDPS et le PPRD, mais impliquant forcément les autres. Merci Fumutoto, merci Israël, merci à vous Pascal Owanji, merci à vous chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine spécial Tribune. Nous allons vous retrouver très prochainement, probablement autour d'une autre tribune. Cette émission est terminée. Merci, au revoir.